nationale de Pierrefitte-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, une exposition nous plonge dans l'histoire des grands procès liés aux crimes contre l'humanité. Filmer le travail de la justice contribue à la société pour cette conservatrice du patrimoine. C'est d'abord répondre à l'intention de la loi, l'intention de Badinter, qui est de faire œuvre d'histoire, faire œuvre mémorielle aussi. L'intérêt de filmer ces procès, c'est aussi de replacer le cours de la justice dans la société. C'est alors que l'ancien garde des Sceaux Robert Badinter autorise avec la loi de 1985 de filmer seulement les grands procès qui portent un intérêt de constituer des archives historiques de la justice. 35 ans plus tard, les visiteurs sont immergés dans les cours d'assises et découvrent ou redécouvrent ces audiences avec plus de 2600 heures d'archives exceptionnelles. L'enjeu social, c'est rappeler que ce sont des archives historiques, en effet, mais en même temps, c'est des archives qui font sens dans la société et qui font société elle-même, puisque les procès en eux-mêmes, peu de personnes y ont été. En exposant ces films, on fait œuvre d'histoire, mais en même temps, on restitue au public ces archives qui ont été constituées pour lui. Au total, 6 procès sont à découvrir comme le tout premier filmé en France, le 11 mai 1987, lors de l'audience de l'ancien chef de la Gestapo, Klaus Barbie, à la cour d'assises de Lyon. On a choisi d'exposer les procès de crimes contre l'humanité, comme les procès de la Seconde Guerre mondiale, des procès de crimes de génocide, donc 2 des 4 procès du génocide Tutsi au Rwanda, c'est-à-dire la première instance du procès Sibikangwa et le procès en appel de Ngenzi et Baraira, et le procès des 14 Chiliens qui ont été accusés de la disparition de 4 franco-chiliens. Si cette exposition a pu se faire, c'est grâce à la loi de 1985 de Robert Badinter. Filmer un procès, un enjeu social, est à découvrir sur 2 sites des Archives nationales, l'un à Pierrefitte-sur-Seine, l'autre à Paris, jusqu'au 14 mai prochain. Allons plus loin avec vous, donc, Robert Badinter. Merci d'avoir accepté cet entretien. Je rappelle que vous êtes ancien garde des Sceaux, ancien président du Conseil constitutionnel. C'est donc une exposition exceptionnelle que proposent les Archives nationales, une exposition intitulée « Filmer les procès, un enjeu social ». Et nous sommes ensemble aujourd'hui parce que c'est vous qui avez fait voter une loi permettant de filmer les procès. On parle de la loi Badinter sur la constitution d'archives audiovisuelles de la justice. Je rappelle qu'elle a été promulguée le 11 juillet 1985. Avant d'entrer dans le détail de cette exposition, dites-nous comment vous avez convaincu les parlementaires de voter une telle loi. C'était chez moi une vieille passion, une vieille idée née avec les archives des actualités de 1945. C'était Pathé Gaumont qui à ce moment-là faisait les actualités. J'avais vu au cinéma, j'étais un tout jeune homme, j'ai vu au cinéma l'arrivée de Laval au procès Pétain comme témoin. Et c'était extraordinaire, extraordinaire. On voyait Laval voûté, vieilli, la cravate misérable. Et puis d'un seul coup, projeté là, au milieu de l'arène judiciaire, il se ressaisissait, se recomposait, redevenait un animal, un fauve politique. Et puis Pétain, qui voyait apparaître là, il s'y attendait pas du tout, pas plus que ses avocats qui avaient chargé toujours Laval, c'était lui le responsable de tout ce qui était mauvais, et tout était mauvais à Vichy. Et Pétain, voyant arriver Laval, ce visage marmoréen, d'un seul coup, il y a tout un frémissement. Et Laval passe pour aller à la barre des témoins, à côté de Pétain, et le regard qu'ils échangent dit tout. Et ça m'a beaucoup impressionné. Et je me suis toujours dit ensuite, quand j'étais avocat, mon Dieu, on ne conserve rien de ces instants extraordinaires. Et je rêvais d'archives audiovisuelles de la justice. Je pensais toujours, si on pouvait voir le procès Zola, vous imaginez, pour ne pas parler du procès de Rennes, quand Dreyfus est ramené de l'île du Diable, ou simplement les grands procès Matahari, Caillot,
ou les procès, alors les grands criminels comme Petiot, jadis Landru, enfin bon. Donc je me disais, mais c'est un moment de l'histoire qu'on ne saisit pas. Vous en étiez convaincu vous-même. Et ça m'a toujours préoccupé. Oui, vous en étiez convaincu vous-même, mais comment convaincre les autres? Les parlementaires, écoutez, les magistrats, les avocats qui ont dû montrer des réticences. Très franchement, le corps judiciaire, certains avocats, ce qu'on appelle les avocats d'assises, voyaient cela avec sympathie, le reste avec indifférence, et chez les magistrats, la réserve était plutôt la règle, parce que on ne sait pas ce qui se passera, ni quels extraits seront choisis. Et vous n'êtes pas toujours excellent, je pense là aux avocats, et vous êtes parfois peu maître de l'audience, je pense aux magistrats. Bref, le monde judiciaire, en dehors de quelques avocats d'assises, n'avait pas du tout envie que ça demeure. Mais pour l'histoire, c'est sans prix. Et j'ajoute que pour la formation des magistrats, pour la formation aussi des avocats, c'est l'histoire même, c'est la vision de ce qui était. Et moi, j'ai des souvenirs très précis. Quand j'étais tout jeune avocat, et que j'allais comme ça, commis d'office, au flagrant délit, aux citations directes, pour défendre des jeunes femmes qui s'étaient fait avorter. On avait retrouvé les adresses sur le calendrier ou le carnet de l'avorteur ou de l'avorteuse professionnelle. C'était affreux. Mais il faut avoir vu ça pour savoir cette espèce de méchanceté, de dureté. C'était des hommes d'ailleurs qui jugeaient, traitant, ce qui était malheureux, c'était des malheureuses, les traitant avec une dureté, un mépris. En plus, quels que soient les efforts des jeunes avocats, je peux vous assurer qu'on connaissait tous le tarif et que quoi que l'on puisse dire, la condamnation était la même et fixée d'avance. Bon, alors aujourd'hui, ce serait saisissant, mais la vie quotidienne des juridictions, y compris les juridictions du travail, les juridictions, je pense aux juridictions du droit d'asile, puis la vie ordinaire, ce sont des éléments de la vie sociale. Ça veut dire... alors qu'on ne filme finalement que les grands procès, et j'ajoute dans les grands procès uniquement ceux qui sont déjà chargés d'histoire, pas ceux qui font l'histoire. Le texte de loi est précis. C'est-à-dire les crimes contre l'humanité. Le texte de loi est en effet très précis, je le cite pour nos téléspectateurs. Il faut que le procès ait une dimension événementielle, politique ou sociologique telle qu'il mérite d'être conservé pour l'histoire. Donc pour vous, déjà, à l'époque, vous considérez que ça n'allait pas assez loin? Ah non, mais écoutez, qu'est-ce qui a permis de le passer alors que l'ordre du jour parlementaire était déjà si plein et que j'avais fait passer tant, et certains disaient, trop de lois? Qu'est-ce qui a permis? C'est l'arrestation et puis la livraison de Barbie et le procès Barbie. Je savais qu'à cette occasion, Barbie étant non seulement l'auteur de l'assassinat des enfants d'Isieux, mais en plus, et je dirais surtout et d'abord pour l'histoire, celui qui avait arrêté Moulin et qui l'avait torturé jusqu'à la mort. Donc je savais qu'à cette occasion, je venais dire, il faut conserver la trace de ce procès. Il faut, on doit voir juger Barbie. Eh bien, le Parlement ne pouvait pas dire non. Et c'est pour ça que le procès Barbie m'a donné l'occasion de réaliser un projet plus vaste, mais que je portais depuis très longtemps. Et sur lequel on reviendra d'un mot encore, par souci, pour l'histoire, vous l'avez dit, par souci de pédagogie aussi, pour peut-être, et c'est ce que montre cette exposition, montrer aux citoyens ce que c'est que de juger, une forme de pédagogie sur aussi ce qu'est la justice, comment on juge, et que ce n'est pas un acte anodin, ce n'est pas un métier anodin. Oui, attention, ça c'est la partie qui n'est pas encore
je ne dis pas encore réalisée, c'est-à-dire la justice quotidienne filmée, précisément à l'intention des historiens de la justice ultérieure. Ce que nous avons à l'heure actuelle, ce sont essentiellement ces procès qui ont en eux-mêmes une dimension historique. Je ne dis pas que les autres n'aient pas une dimension sociale considérable, mais la matière première est radicalement différente. Ce n'est pas la même chose de juger à Nuremberg, pour prendre cet exemple, ou de juger, d'ailleurs dans la même salle que là où s'est tenu le procès de Nuremberg, aujourd'hui des affaires commerciales courantes. C'est pas la même atmosphère, c'est pas la même densité, et ça n'est pas non plus la même leçon d'histoire. Donc ce que nous avons aujourd'hui, c'est grâce au procès Barbie, la possibilité de filmer, de conserver ces procès à dimension historique. Nous n'avons pas fait, hélas, les archives de la pratique quotidienne de la justice. Je le regrette, ce sera, je l'espère, bientôt. Pourquoi bientôt vous dites cela par rapport à ce que le garde des Sceaux actuel souhaite, c'est-à-dire qu'il propose éventuellement de filmer les audiences? Vous pensez que c'est quelque chose qui Je ne sais pas. Qui arrivera je ne sais pas parce que le projet n'est pas formalisé. Est-ce qu'il s'agit simplement de filmer, comme je le souhaite, à l'intention des futurs magistrats, des procès? Ça n'est pas l'actualité à ce moment-là. C'est simplement la pratique judiciaire qui évolue. C'est un usage professionnel. Ou est-ce qu'il s'agit, ce qui me paraît impossible, je le dis très simplement, de projeter le soir au journal télévisé des extraits de ce qui s'est passé pendant la journée dans une cour d'assises où on a jugé un procès dramatique, dans ce cas-là, c'est impossible. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé à cet égard. Je rappelle qu'il existe la présomption d'innocence et que tant que la décision n'est pas devenue définitive, et ça veut dire pas seulement l'audience de la cour d'assises s'est achevée, pas seulement la succession des audiences s'est conclue par un verdict, mais l'appel, mais le pourvoi en cassation. Avant cela, la présomption d'innocence, pilier de notre système judiciaire, interdit de projeter la vision d'un homme dans le box et l'accusation qui pèse sur lui. C'est pas possible. Parce que vous n'irez pas filmer 3 ans, 4 ans plus tard. Même chose, je dirais, penser aux droits des victimes, au respect éminent qu'on leur doit. Vous imaginez la femme violée, un viol collectif, exposant devant la cour d'assises, ou simplement les douleurs des parents, le père qui vient témoigner, l'assassinat de sa fille commis devant lui, etc. Ce n'est pas concevable. Vous savez, l'injustice, elle a, je dirais par sa nature même, un aspect dramatique, donc spectaculaire. Mais ça n'est pas pour autant que c'est un spectacle. La justice ne peut pas être un spectacle destiné à satisfaire le voyeurisme du public. Non, la justice est très difficile. C'est une œuvre complexe qui met en jeu la responsabilité de ceux qui jugent, je dirais, de la société tout entière. Il s'agit de rendre la justice, pas d'intéresser les téléspectateurs. La justice doit être publique. C'est une garantie. Et c'est un principe. Public, ça veut dire que les portes doivent être ouvertes. Et que, contrairement à l'Ancien Régime, on ne juge pas les affaires criminelles à huis clos. Non. Il faut que, en effet, la justice soit publique, sauf les cas de huis clos qu'on connaît pour des raisons tenant l'âge de l'auteur présumé, etc. Non. Mais la publicité, ça n'est pas la même chose que l'exhibition. Et encore une fois, la justice peut être spectaculaire. Elle n'est pas un spectacle.
Et elle ne l'est pas toujours spectaculaire. C'est ce qui frappe aussi quand on redécouvre les images du procès de Klaus Barbie que vous avez évoqué, et j'aimerais qu'on y revienne un peu plus longuement. Ce qu'on découvre aussi quand on voit ces images, c'est l'arrivée d'un homme souriant. Et c'est ce que montrent les images, ce que ne montrent pas les écrits, et d'où peut-être l'importance de filmer de tels procès. C'est l'arrivée d'un homme plutôt détendu, un homme souriant, qui rit avec ses interprètes. Est-ce que ces images montrent aussi l'atroce normalité de criminels contre l'humanité? Est-ce que c'est ça aussi qu'il faut garder dans nos archives et qu'aujourd'hui on peut exposer au public pour montrer ces informations-là qu'on n'a pas dans les écrits? Je puis vous dire que la célèbre expression « la tête d'assassin », ça n'existe pas. Il n'y a pas de gueule d'assassin. C'est après coup qu'on se dit « oh, non, ce n'est pas exact ». Donc, saisir cela, je dirais, ce n'est pas l'essentiel. L'entrée de Klaus Barbie n'est pas le procès de Klaus Barbie. Le procès de Klaus Barbie, il commence à l'instant où le président ouvre l'audience et l'interroge. Pas avant. Avant sont des préliminaires. Bon, ça n'a pas l'importance du débat judiciaire. Ce sont que des préliminaires. Alors, s'intéresser à Klaus Barbie, ben, c'est à mes yeux tout à fait secondaire. Même l'affreuse normalité. Vous savez, pour Klaus Barbie, il y a une chose que je regretterai toujours. J'ai voulu absolument, ce n'était pas l'opinion de la pénitentiaire de l'époque pour des raisons de sécurité, j'ai voulu absolument que Klaus Barbie soit ramené à Montluc sur le terrain de ses crimes. Pas parce que l'assassin va revenir sur le terrain, parce que c'était hautement symbolique. C'est là où il avait enfermé et torturé ses victimes. Et c'est là que je voulais qu'il soit détenu. Même si les conditions de sécurité n'étaient pas... Bon, il y a ces 15 jours, et ensuite, on l'a évidemment mis ailleurs, dans une prison plus moderne et plus sûre. Mais là, j'aurais souhaité qu'on, peut-être, on le filmât dans la cour. Barbie qui n'émettra aucun regret, qui ne montrera aucune forme d'empathie, de compassion pour les victimes durant le procès. Pas une seconde, il dira juste « c'était la guerre ». Oui, la remarque que vous faites est intéressante parce que vous regardez Barbie. Ce qui, moi, m'importe, c'est qu'on puisse le voir et que vous puissiez ensuite faire cette remarque. S'il n'y avait pas de film, vous ne le sauriez pas. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que je vous parlais de l'importance de l'image, et pas seulement des visages, mais des silences, de la voix, de tout ce qu'on ne pouvait pas ressentir dans les écrits, mais qu'on peut ressentir en voyant les images. Et je pense à tous ceux qui iront à cette exposition et qui verront cela. Mais vous noterez que vous vous attachez à un instant, alors que l'œuvre de justice, le procès, c'est une continuité, avec des moments très dramatiques dont on conservera le souvenir et qu'éventuellement on projettera par extrait, mais aussi cette lenteur, parfois ces temps d'ennui, même dans les procès les plus dramatiques. J'ai toujours connu ces espèces de plages où d'un seul coup l'intérêt, l'émotion disparaissent. Mais en revanche, il y a des moments clés. Bien, cela sera conservé par la mémoire collective. Et ce qui sera conservé aussi, c'est la parole des victimes. Et peut-être que ce procès, et peut-être le fait qu'il soit filmé, a été un déclencheur de parole pour les victimes du nazisme. Il l'est toujours. Dans les enceintes de justice, c'est toujours un des moments les plus dramatiques, les plus émouvants, la parole des victimes. Mais là, c'est conservé. Et c'est pourquoi je dis on ne peut pas se permettre de le projeter le jour même au journal télévisé. Parce que la victime, elle est la proie de la douleur ravivée par précisément l'audience. Et l'émotion inévitable, peut-être elle n'a pas envie que ce soit contemplé par des millions de personnes, je n'ose dire de voyeurs. Attention, attention.
respect aussi dû aux victimes, et je dirais premier dû aux victimes. Un procès, des images, une ouverture du procès diffusé en direct à la télévision. Oui, c'est l'événement du jour. C'est ouvert à la cour d'assises de Paris, le procès, voilà, X. Bon, pourquoi? Comment ça a été possible alors que l'image n'avait pas d'importance aussi forte qu'aujourd'hui? Comment est-il possible qu'un tel procès, on ait pu voir des images en direct commentées par des journalistes avec je ne sais combien de journalistes, 650 demandes d'accréditation de journalistes du monde entier d'ailleurs, et une diffusion en direct? En effet, nous avions reçu un grand nombre de demandes. Et ça a été pour moi une préoccupation essentielle de bout en bout. S'agissant du procès de Barbie. Barbie, on nous avait proposé sa livraison. Elle n'a pas été enlevée comme Argout en Allemagne pour être jugée ensuite à Paris. Elle n'a pas capturé Barbie. Ce sont les Colombiens qui nous l'ont proposé. Il y avait eu un changement de régime. Et il y avait une certaine incertitude. Il n'y avait pas la réaction que j'attendais. Certains disaient oh, juger Barbie, c'est dangereux, Dieu sait ce qu'il va dire, il va salir la résistance. Le mystère de l'arrestation de Jean Moulin, qui a été à l'évidence, à quel lui l'objet d'une dénonciation. Bon, on croit savoir, mais on n'est pas sûr quel est l'auteur de la dénonciation. Ça va recommencer. On va salir, Barbie va s'y employer, trop content de salir la résistance. Son avocat prenait d'ailleurs des airs mystérieux, on va voir, on n'a rien vu du tout, on n'a rien entendu du tout. Mais je n'avais pas trouvé cet accueil unanime que j'attendais. Et de façon surprenante. Le président Mitterrand, devant ce flottement, avait réuni autour de lui une petite interministérielle pour parler. Est-ce qu'on le prend et on le juge? Et chacun, il y avait là 5 ou 6 ministres concernés, a formulé sur l'opinion. J'ai passé la parole le dernier, monsieur le gouverneur. J'ai dit, c'est une grande simplicité, monsieur le président de la République. Nous avons dans nos lois un principe d'imprescriptibilité s'agissant des criminels contre l'humanité. Klaus Barbie est un assassin et un criminel contre l'humanité. Alors, pourquoi? Au nom de quoi? Puisqu'on peut exercer l'action publique, épargnerons-nous Klaus Barbie? Il n'y a aucune raison qui pourrait justifier cela. Et certainement pas les considérations comme celles que nous avons entendues. Non, ce n'est pas une affaire de circonstances, c'est un principe. Les criminels contre l'humanité doivent être jugés. Et d'être jugés aussi longtemps qu'ils vivent. Alors, et vous l'avez convaincu? C'est simple. Vous avez tout à fait raison. Voilà. Je n'avais pas toujours raison à ses yeux, mais là, je dois dire qu'il va se considérer que... Mais c'est précisément pour garder la mémoire de 7 procès, de 7 assassins de Moulin et de tant d'autres, que c'était souhaitable. Garder la mémoire aussi du fonctionnement de la justice française et de peut-être la grandeur de l'état de droit. C'est-à-dire que c'est aussi un procès dans lequel on découvre ou on redécouvre que même le pire des assassins, même celui qu'on appelle le boucher de Lyon, a le droit à une défense. C'est ce que aussi montre cette exposition, puisque ce n'est pas que sur Klaus Barbie, hein, cette exposition, c'est sur tous ces procès filmés qu'il y a eu depuis, avec cette capacité de l'État français, comme dans n'importe quel État démocratique, on juge les génocidaires et ils ont un droit à la défense. Et eux aussi ont un droit à la parole et on les écoute. Oui, c'est ça l'État de droit. Fort. Et je dois quand même rappeler qu'aux origines, il y a le procès de Nuremberg. Tous les chefs d'État de l'époque n'étaient pas
partisan unanimement de juger les criminels nazis. Staline considérait qu'une balle dans la tête suffirait. Churchill considérait que, ma foi, le peloton d'exécution après identification ferait l'affaire. Surprenant de la part d'un Britannique. Et c'est vraiment autour de Roosevelt que l'opinion a prévalu qu'il fallait les juger. Et les juger en leur donnant toutes les possibilités de la défense, de telle façon que l'histoire puisse ainsi s'appuyer sur le jugement et que l'histoire devienne jugement. Très belle idée menée vraiment par les conseillers de Roosevelt, et c'est pour ça que le procès a eu lieu, parce qu'on s'est dit, pourquoi pas. Pour l'anecdote, je vous dirais que nous n'avons pas brillé au procès de Nuremberg dans sa préparation, et qu'un conseiller, M. Pfister, racontait plaisamment, un conseiller à la Cour de cassation, que quand la lettre était arrivée de l'ambassade à Londres, disons, on va faire le statut du tribunal international pour juger les criminels nazis, voulez-vous désigner des membres de la Cour de cassation pour pas... Un seul avait accepté de se porter volontaire, aucun autre, pour l'enthousiasme. Et à l'arrivée, l'ambassadeur de France a dit, vous êtes seul? Mais les Américains sont 60, les Russes 40, les Anglais 30, et vous êtes tous... Alors il a écrit immédiatement à Paris, on a fait un petit renfort de professeurs de droit, mais il n'y avait pas d'enthousiasme autour de la création du tribunal de Nuremberg. Nous avions, nous, connu Vichy. Bon. Oui. La justice française sous Vichy n'est pas la période la plus glorieuse qui soit. En tout cas, une justice qui fonctionne bien, et c'est ce qu'on voit dans l'exposition. Mais maintenant, c'est fini. Tout ça, c'est fondamental pour la vie démocratique. Tout ça est du lointain passé. Ceci dit, les archives de Nuremberg sont sans prix. Parce que c'est à cette occasion, et grâce aux moyens dont a pu disposer le tribunal international de Nuremberg, qu'on a recueilli la preuve des crimes nazis. Et encore aujourd'hui, on se réfère aux archives de Nuremberg pour avoir la preuve de ces crimes. Et une justice qui fonctionne bien, c'est fondamental pour la vie démocratique, c'est fondamental. Une exposition comme celle-ci, qui montre ces images-là, parce que je rappelle, il n'y a pas que le procès Barbie, le procès Touvier, Papon, un autre en lien avec la dictature chilienne, 4 autres autour du génocide des Tutsis au Rwanda. Nous avons une justice qui fonctionne bien, et c'est fondamental aujourd'hui. Oui, c'est absolument nécessaire. Il est nécessaire de pouvoir, dans une démocratie, un état de droit, voir comment la justice sanctionne des crimes dont les actes défient la notion même d'humanité telle que nous la concevons. C'est vraiment très, très important à mes yeux. Et c'est pourquoi je me réjouis de cette exposition. Parce qu'il faut que la jeune génération prenne conscience que le crime contre l'humanité, ce n'est pas une découverte d'aujourd'hui, qui jalonne notre histoire, et que par conséquent, nous ne pouvons progresser en matière judiciaire, je dirais plus communément dans le principe démocratie, qu'en voyant juger ceux qui l'ont bafoué, qui ont méconnu les lois de l'humanité, et que l'humanité juge avec le respect de leurs droits fondamentaux, même s'ils se sont mis hors de l'humanité par leurs actes. Et ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Monsieur Badinter, de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve comme toujours demain à 18h et à 22h30 sur Public Sénat. Merci beaucoup.